Bonjour à vous. Alors, je profite d'une pause sur une formation pour vous faire cette vidéo. Ce que vous allez voir, c'est le premier podcast que nous avons filmé en direct chez le client, dans l'entreprise que nous avons visitée. Le sujet est un sujet que je traite très rarement, donc c'est pour ça qu'en plus j'avais besoin d'avoir un spécialiste avec moi. Il s'agit un peu de mettre un peu l'accent sur l'investissement des entreprises dans l'écologie. Aujourd'hui, les entreprises aimeraient bien, mais elles se font vite rattraper à court terme par les finances, par la situation économique de l'entreprise, la préservation des emplois, et parfois la partie transition écologique et tout ça, c'est un peu, ça passe un peu à côté, ou alors on fait ce qu'on appelle couramment du greenwashing. Donc aujourd'hui, l'entreprise qui va être présente dans ce podcast va nous apporter des éclairages. On va nous parler aussi d'une certification là qui est en cours et qui va toucher bon nombre d'entreprises. Donc ça va être intéressant que vous voyez si vous êtes concerné ou pas par cela. Je vous souhaite une bonne écoute et j'espère que ce format vous apportera de la valeur parce que effectivement ça n'a pas été très simple à filmer, à capter le son et puis à monter tout ça. Mais voilà, en tout cas, je pense que le résultat est assez sympa pour une première. Je vous laisse le découvrir. À très bientôt. Alors, pour nous accompagner dans cette discussion, j'ai le plaisir de recevoir Lucas de la société ESSP, j'arrive à y arriver, Solutions. Bonjour Pascal. Bonjour Lucas. Alors Lucas, je te propose d'employer le tutoiement parce qu'on se connaît maintenant depuis quelques années. C'est bon pour toi? C'est très bien, parfait. Bon, parfait. Lucas, est-ce que tu veux te présenter, et cela de la façon dont tu le souhaites? Eh bien, Lucas Senior, moi je suis un passionné d'environnement depuis petit. J'ai une famille de biologistes, entre autres, et de médecins. Et donc ça a toujours été quelque chose qui m'a habité depuis que je suis petit. Et puis il a fallu trouver un travail dans lequel s'impliquer autrement que de par une passion personnelle. Et donc assez tôt, j'ai dû choisir une orientation, comme tout le monde, hein, à la fin du lycée, il faut choisir où est-ce qu'on va. Et donc je voulais travailler dans l'environnement. Et en même temps, je voulais aussi travailler dans des entreprises qui fabriquent des choses, qui font un peu le monde dans lequel on est. Donc il y avait la construction, l'industrie qui se présentait à moi. Et en fait, c'est la construction que j'ai choisie, le bâtiment. Et donc, j'ai commencé par une formation technique, un DUT génie civil, et avec une dominante énergie-environnement qui était déjà dedans. Ensuite, j'ai enchaîné avec l'université française, qui est une très bonne formation, n'est-ce pas? France et Allemagne, donc, qui était binationale, sur les thématiques construction durable, énergie, environnement, bâtiment. Après ça, j'ai travaillé en France et à l'étranger dans des structures de recherche, de construction, d'industrie de la construction pendant 6-7 ans. Et à la suite de ça, voilà, je me suis retrouvé avec une question qui me taraudait. J'avais travaillé dans différents domaines finalement, avec un peu la bougeotte peut-être, parce que je sautais d'un sujet à un autre, ou du moins je dirais d'une manière de travailler pour l'environnement dans un secteur d'activité classique, mais sous des formats différents. Et puis avec toujours cette impression de c'est intéressant, mais qui sont les interlocuteurs qui permettent d'accompagner globalement une entreprise ou une organisation sur de la transition écologique. En tant que client, je dirais, souvent on a pu être exposé au fait que qui est-ce qu'on pouvait trouver pour accompagner, pour faire telle chose, telle chose, telle chose. On avait des enjeux pour une entreprise d'industrie de la construction, on voulait se faire certifier, on voulait s'engager dans la décarbonation, mais c'est des termes déjà qui étaient difficiles à lier les uns avec les autres, il y a une dizaine d'années. Donc la volonté a été de m'orienter vers le métier de conseil. Alors dans le métier de conseil, et en plus dans une nouvelle ville. J'ai la chance, je suis très heureux d'avoir une famille binationale, ma compagne est allemande, et mes enfants aussi, franco-allemand, et il y a 2 écoles allemandes en France, une en banlieue parisienne et une à Toulouse. Par chance, venant de moi du sud-ouest,
ayant parfois l'accent, y compris avec les clients, euh, eh bien, on s'est orienté vers Toulouse. Hmm. Ma dernière expérience professionnelle était à Tours. J'étais à La Ah ouais. Rochelle, j'étais en Allemagne. J'avais pas mal navigué dans le nord de l'Europe Hmm. pour le travail. Et c'est à Toulouse qu'on a atterri. Donc moi, je suis arrivé ici en connaissant personne et en connaissant pas le métier de créateur d'entreprise. Hmm. Je suis arrivé avec un bagage technique et scientifique, une connaissance de différents secteurs d'activité, mais pour le coup, sans une vision business du sujet. Hmm. Donc moi, j'avais une intention bordée voilà, l'envie bordée de bonnes intentions d'essayer de faire quelque chose de bien et d'accompagner, d'aider les entreprises, les organisations à avoir un point d'entrée unique Hmm. qui permette de s'orienter, de définir une trajectoire de transition écologique qui soit à la fois respectueuse des besoins que l'on a de muter notre économie, notre mode de fonctionnement, de par les limites planétaires qu'elles sont, aussi des contraintes économiques, parce qu'une entreprise, pour survivre, elle a besoin de gagner de l'argent, tout bonnement parce qu'il y a des personnes à payer pour travailler. Ah, il y en a qui oublient un peu ça, mais C'est quand même la raison C'est là. principale, j'estime. En tout cas, je dirais que c'est comment légitimer le fait qu'une entreprise doit exister pour gagner de l'argent, entre autres, et pas uniquement, bien évidemment. C'est parce qu'il y a des gens à payer derrière. Hmm. Parce que le bénévolat, c'est bien gentil, mais c'est pas ce qui permet Mm. de manger à la fin du mois. Donc il y a cet enjeu-là. Et puis, il y a des contraintes réglementaires de plus en plus exigeantes Mm. qui sont aussi là pour inciter les entreprises à faire leur transition écologique et aller justement augmenter le niveau d'exigence qu'il peut y avoir Mm. sur leur approche de la transition, mais également sur ce que les clients de ces entreprises vont leur demander. Parce qu'eux-mêmes sont exposés à des évolutions de la réglementation, les évolutions du marché aussi. Mm. Le grand public peut être plus appétent aujourd'hui à acheter des produits écologiques qu'il y a quelques années. Alors, c'était déjà le cas, il y a toujours eu des gens qui étaient par essence respectueux de l'environnement. Mm. Je sais de quoi je parle, j'en avais dans ma famille, mais pas que, évidemment, il y a des gens encore plus engagés, mais plus radicaux aussi dans leurs approches. Donc ça existe de tout temps, le respect de la nature et du vivant. Maintenant, se traduire par une offre de marché vraiment orientée sur des produits écologiques, c'est quelque chose qui est plus récent, qui aujourd'hui a vraiment pignon sur rue, mais pour le coup qui est pas existant depuis tant d'années que ça. Le label bio, etc. Mais parlons de manière très générale, sans parler uniquement d'alimentation, tout type de service. Parce que quand on parle de clients des entreprises ou des organisations, on va parler d'entreprise dans ce cas-là si on parle de clients, on va avoir du B2C, donc des particuliers, ou du B2B, des entreprises. Pour le coup, ils ont des enjeux différents. Et ça ne s'approche pas de la même manière. Donc tout ça pour dire, la genèse du projet, arriver à Toulouse, et puis essayer de porter cette vision et d'en parler à droite à gauche. Et on a la chance, en faisant ça, d'aller dans des événements, etc., et de rencontrer des personnes Voilà, comme Pascal, comme ça. par exemple. Voilà. Il y a de ça quelques années, il y a de C'est ça ça. 5 ans, je pense, un truc Ah comme ouais, ça. par là, ouais, c'est ça. Voilà, avec Mais toi. à l'époque, tu étais tout seul. Et à l'époque, j'étais tout seul. Aujourd'hui, tu as du monde avec toi. Aujourd'hui, on est 9. Voilà. Donc, qu'est-ce qui a fait que je suis tout seul et moi, je suis toujours encore tout seul. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu es tout seul et puis tu as le désir d'avoir du monde autour de toi. Qu'est-ce qui fait que tu passes de solo entrepreneur, entre guillemets, à société avec des salariés Bah là, tu mets le doigt sur une question fondamentale que pas mal de gens doivent se poser à partir d'un certain moment. Pendant les 2 premières années et demie, disons, c'était une phase déjà d'aligner cette vision et cette volonté de faire avec qu'est-ce qui est attendu sur le marché, quel est le besoin des entreprises, comment fonctionnent des missions de conseil, parce que ce métier-là, je ne le connaissais pas. Donc il y a déjà une montée en compétence sur ça à titre individuel, et puis aussi le plaisir de travailler seul, parce que on est enfin son propre patron. Donc on peut faire ses propres choix, ses orientations, organiser son temps, etc. Maintenant, force est de constater, très rapidement, on constate vite que si on veut bien faire et qu'on veut faire des projets qui sont ambitieux de par leur portée, on ne peut pas tout faire tout seul. Ça n'existe pas. Donc, l'enjeu numéro 1, ça a été comment faire finalement pour pouvoir travailler avec d'autres personnes qui vont apporter des compétences complémentaires et qui vont permettre de nourrir des projets qui soient beaucoup plus riches et beaucoup plus pertinents. Donc ça a été d'abord par des partenariats avec des consultants indépendants ou des cabinets où moi j'avais une approche, un domaine d'expertise, et puis je mobilisais d'autres acteurs autour.
Donc ça, c'était très bien. Et maintenant, arrivé à un certain temps, on avait eu de plus en plus de demandes, le marché a émergé de plus en plus, et puis on a eu aussi nos premiers référencements sur des parcours régionaux industrie du futur, orientés vers la transition écologique, ou sur des diagnostics écoflux avec BPI France et l'ADEME. Et bien ça, tout de suite, ça a créé un appel d'air et de plus en plus de projets que j'ai pu être amené à confronter, et également avec mes partenaires consultants. Ouais. Sauf qu'à un moment donné, il y a eu un point de bascule où voilà, il fallait soit que je choisisse de refermer les ailes et de revoir mes ambitions à la baisse, soit mes ambitions, les ambitions du projet. J'insiste dessus, c'est très important. C'est pas les mêmes. L'ambition personnelle et les ambitions de l'entreprise. Donc la question s'est posée, est-ce que je travaille avec d'autres personnes ou pas? Moi, clairement, tout pencher vers le travail avec des gens, ne serait-ce que par aussi le plaisir de travailler en équipe, et d'œuvrer dans un projet commun, et de réussir à partager une envie d'agir, partager une vision de comment est-ce qu'on peut s'engager à notre échelle dans la transition écologique. Avec de l'ambition, on a envie d'avoir de l'impact, et on a envie de réduire au maximum les émissions de gaz à effet de serre, de réduire au maximum les impacts sur la biodiversité, la pollution de l'eau, la pollution de l'air, etc. Tous ces enjeux-là fondamentaux de c'est quoi l'impact. Et ça, pour se retrouver autour de ces valeurs-là, il faut bien définir avec qui on a besoin de travailler, quel rôle, quelle mission. Et la première personne que j'ai finalement décidé de faire rejoindre l'aventure, et qui a aussi choisi, qui nous a offert cette chance de nous rejoindre, c'est Thibaut Collard, donc qui est un de mes collègues, et qui est développeur de la plateforme qu'on aura peut-être l'occasion d'évoquer, pour justement digitaliser la métier de conseil que je proposais, parce que je me suis rendu compte qu'en digitalisant, on automatisait plein de choses, et que finalement on arrivait à avoir une meilleure qualité, plus de pertinence dans les rendus, etc., en utilisant l'outil informatique, tout simplement. Et puis après, petit à petit, une équipe s'est structurée d'experts sur des thématiques spécifiques qui vont permettre d'alimenter les enjeux de transition des entreprises. D'ailleurs, j'en profite pour intégrer une notion, on sera sûrement amené à en parler tout à l'heure, mais on parle de transition écologique, ou on parle de transformation écologique. Il y a quand même une notion qui est importante à entendre là-dedans. Tout le monde comprend bien, enfin la notion de transition écologique, elle est bien intégrée, bien comprise, et c'est celle-ci qui est employée au grand public, et c'est déjà une super chose que les gens comprennent ce que c'est. Je te propose, si tu veux bien, on va conclure cette introduction qui était très riche, et justement on va aller sur ces axes-là. Donc je te propose de faire une petite pause, entre guillemets, et garde bien tout en tête, mais on va aller là-dessus tout de suite. Alors, je voudrais aborder justement ça avec toi, parce que c'est un sujet, moi, qui m'intéresse beaucoup. Déjà, pourquoi? Parce que ce n'est pas le sujet que je maîtrise. C'est un sujet que je connais peu. Et c'est pour ça que j'ai souhaité faire ce podcast avec toi. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont vraiment adorer. Et je te remercie, c'est ça. Très bonne initiative. Merci. Et, non, mais c'est vrai que quand on ne connaît pas un sujet, c'est important d'aller se rapprocher des gens qui traitent ça tous les jours. Donc voilà. Donc je voulais traiter ça sur 3 axes. Le premier, justement, la transformation écologique et énergétique dans les entreprises. C'est un sujet dont moi que je côtoie, parce qu'au travers de la santé-sécurité, de l'organisation, des facteurs humains, forcément la partie transition écologique, j'en entends parler quand je suis dans les entreprises, et j'en entends parler des fois dans le sens, des fois pas toujours évident, pas toujours facile, donc les entreprises ne connaissent pas forcément des partenaires pour les aider à accompagner. C'est aussi pour ça que je voulais avoir ce podcast avec toi. Deuxième point, j'ai entendu parler de la directive CSRD, qui est actuelle, là, qui a, je pense, des impacts sur l'entreprise. Donc on parlera, je pense, de ça. Je voulais en tout cas que tu nous en parles. Et puis, c'est que pour moi, l'humain dans l'entreprise, dans l'organisation, c'est quelque chose d'important. Et donc je voulais avoir ton avis, et on parlera, ce sera une 3e partie, sur le rôle de l'humain, justement, dans cette transition écologique, dans cet accompagnement des entreprises là-dessus. Voilà, donc est-ce que ça te va comme programme? C'est parfait, ça m'a très inspirant en tout cas. Ça marche, merci. Eh bien, alors on va démarrer de suite avec ce premier sujet, qui est la transformation écologique. Et donc je vais te redonner la parole. Transformation écologique, énergétique, voilà, qu'est-ce que c'est? C'est quoi les enjeux? Quels sont le vocabulaire, les définitions de tout ça? Très bien, merci. Alors le terme de transition écologique,
vient de base, ce qui était beaucoup employé, c'était la transition énergétique, c'est-à-dire passer d'un modèle énergétique carboné à un modèle décarboné. À titre d'exemple, le fait, si on parle d'industrie, d'avoir des process comme par exemple de la fonderie. La fonderie de métal, d'acier, fonctionne principalement avec du charbon ou avec du gaz. Le fait d'électrifier ce process-là, ça permet de drastiquement réduire les impacts liés à ce process. Donc ça, c'est une notion de transition énergétique. Maintenant, la thématique transition écologique, c'est plus large que l'énergie, c'est même plus large que le climat, c'est plus large que la biodiversité. C'est ce qui va englober tous les enjeux environnementaux associés aux activités humaines. Donc, comment une activité humaine peut être soutenable dans un monde qui change, qui a des limites planétaires et qui voit aujourd'hui des enjeux comme le réchauffement climatique, la perte de la biodiversité. Mais néanmoins, il y a un besoin de vie, de survie des humains, et notamment à travers des activités qui sont intégrées dans un modèle économique. La transition, c'est une notion d'avancée en silo, étape par étape. On se définit un objectif bien clair, on cherche à aller par exemple à la neutralité carbone en 2050. La transition écologique va être qu'est-ce que je mets en place, étape par étape, pour arriver jusqu'à cet objectif. Donc c'est une avancée pas à pas. Maintenant, ce pas à pas, parfois, va se confronter à des réalités qui sont fortes, voire violentes. Une entreprise peut être exposée à différents paramètres extérieurs qui vont faire que s'ils font que de la transition, peut-être qu'un jour leur activité, elle n'aura plus lieu d'être. Là, en termes de transformation maintenant, ça implique quelque chose de beaucoup plus systémique et de beaucoup plus structurant dans le fonctionnement de l'entreprise. C'est-à-dire, pourquoi l'entreprise existe? Quelle est sa création de valeur? Elle est basée sur quoi? Sur quelle finalité? Ça veut dire que dès le départ d'une démarche de ce type-là, ou en cours d'eux, en fait, il n'y a pas de moment, il n'y a pas de bon début ou de bonne fin, en fait. Ce qui compte, c'est que ces sujets soient traités à un moment donné, qu'ils interviennent. Questionner à quoi sert ce que l'on fait. Et est-ce que ce mode de fonctionnement est viable dans 10 ans, dans 30 ans, dans 60 ans? C'est plus loin, évidemment. En tout cas, c'est déjà de se projeter dans le temps et de se dire, est-ce que dans un monde futur, on peut se projeter avec une activité de ce type-là? Alors, il y a une notion de vision et d'intention qui part entre les gens de l'entreprise, et puis il y a tout un contexte extérieur, et on est aussi là, nous, pour ramener ces éléments-là sur la table, c'est-à-dire les réalités scientifiques, le monde qui change, les limites planétaires qui s'amoindrissent, et puis aussi des contraintes réglementaires, des enjeux budgétaires, des attentes du marché, tous ces éléments extérieurs en fait, que l'on va venir pour alimenter l'entreprise. Nous, il y a une notion qui est très très importante, c'est l'humilité face à des interlocuteurs d'une entreprise. Ils connaîtront toujours mieux le métier qu'ils font au quotidien, leur domaine d'expertise, et alors ça à chaque strate de l'entreprise. Que ce soit dans une organisation qui soit verticale ou horizontale d'ailleurs. Chaque personne connaît son poste bien mieux que ce que nous, on va pouvoir leur apporter. Donc nous, l'objectif, c'est de les aider à se projeter dans un monde qui change, aussi dans une entreprise qui change, qui a beaucoup plus de sens aussi, en général, pour eux, et pour les équipes qui vont les accompagner. Et pour ça, avec en éclairant, en animant, en faisant des ateliers d'idéation, et ça en nourrissant des concepts extérieurs. Donc là, on est sur des enjeux qui sont très stratégiques. Mais quand on parle de transition écologique et de transformation écologique, ça peut paraître une nuance fine, et finalement, le mot importe peu. Ce qui compte, c'est surtout d'avoir en tête qu'on ne peut pas atteindre des objectifs ambitieux en transition écologique, notamment pour devenir éventuellement précurseur sur le domaine. Ça peut être un objectif, mais ça peut être juste aussi se sentir intégré dedans et en avoir la preuve, le mesurer. On ne peut pas juste approcher les sujets en silo. Le risque, c'est qu'on ouvre un dossier, il est très épais, puis après on le ferme, puis après on ouvre le celui d'après, puis ensuite on ouvre celui d'après. Oui, et puis en termes de coût global, de budget d'entreprise, on perd beaucoup. Quoi. Le continuum, il y a un budget, il y a des temps de projet. Un projet a une durée, il se termine, ensuite il y en a d'autres, et puis il y en a un suivant. Peut-être que le sujet lié à la transition écologique, ça va être un projet là, et puis après on va laisser quelques mois d'attente, voire un peu plus, puis après on va en lancer un autre. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Les compétences qui étaient en interne et qui sont montées sur le premier sujet ne sont plus présentes dans l'entreprise. Ça, je pense que dans n'importe quel domaine, que ce soit transition écologique ou ailleurs, il y a toujours les mêmes problématiques. Comment on assure un continuum et une transmission de l'information entre les personnes de l'entreprise en interne. Donc, voilà. Cette notion stratégique est importante.
intégrer la transformation dès le départ, ou du moins dès que possible, sur projeter la vision. Ça ne veut pas dire que l'entreprise doit se transformer forcément. Simplement, elle s'est questionnée, elle a ouvert la possibilité à se dire, est-ce que mon activité, je la veux comme ça dans le temps, ou est-ce que je suis prêt à me projeter vers des modèles qui m'enthousiasment et qui semblent peut-être utopistes, mais il faut bien partir d'une belle idée pour arriver à un résultat qui soit pas forcément au niveau, mais en tout cas qui soit dans la même direction. Par exemple... Qui m'anime en tout cas. Comment ? Qui m'anime hein, et qui anime les personnes de mon entreprise. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, c'est un enjeu, on parlera de l'humain après, déterminant sur la quête de sens dans le travail, notamment avec les générations jeunes. Et c'est quoi les problématiques écologiques que rencontrent aujourd'hui les entreprises? Donc, tu as parlé un peu de réglementaire, des choses comme ça, mais est-ce qu'il y a vraiment des choses que tu vois comme étant un peu bloquantes ou des choses qui sont vraiment récurrentes dans les entreprises et qu'elles ne savent pas toujours comment se confronter à ça? Parce que il y a le naturel, le quotidien revient vite, le métier revient vite et donc peut-être s'occuper d'écologie, comme tu dis, on ouvre un dossier, je ne sais pas le faire ou non, je ne vois pas comment, j'ai l'impression que c'est un mur devant moi et je referme. Est-ce qu'il y a des sujets comme ça que tu rencontres assez souvent et qui reviennent de façon assez récurrente dans les entreprises, peut-être de toute taille ou sur des tailles différentes, peut-être il y a des sujets différents en fonction de la taille de l'entreprise? Alors, c'est une bonne continuité avec la question précédente. Pour faire le pont, je dirais que pour répondre à cet enjeu de transformation, il y a un besoin de continuum, donc de créer un parcours de transition plus que des éléments ponctuels, donc d'avoir une continuité et de capitaliser pour garder les choses pour après et pour répondre à différentes problématiques. Ces problématiques-là, elles varient en fonction des secteurs d'activité, elles varient en fonction de quand est-ce qu'on se positionne. Il y en avait des enjeux il y a 2 ans, d'autres aujourd'hui, d'autres potentiellement demain. Il y a des tendances, ce que je vais évoquer, mais il y a quand même une nécessité à personnaliser. Il n'y a pas un chemin unique pour les entreprises. Ça serait trop facile de laisser penser que réussir une transition écologique ou une transformation, il y a une méthode toute prête, il y a une recette, et il n'y a plus qu'à appliquer les ingrédients et puis ça va tourner. C'est quelque chose de systémique, donc le terme de systémique implique beaucoup de vent pour et de vent contraire, et il faut réussir à naviguer là-dedans, donc c'est pas évident. Donc je dirais que sur cette analogie-là, j'aurais tendance à dire que c'est un peu comme si on était un aiguilleur, on tenait un phare dans la nuit un petit peu là, pour un bateau et on essaie de montrer le cap, dans quelle direction il faut aller. Mais c'est pas nous qui bougeons les voiles et qui ramons, n'est-ce pas ? C'est clair. Mais par contre, on est là pour donner le cap. Les problématiques, c'est aussi beaucoup lié, je dirais, évidemment au secteur, mais à un contexte temporel. Il y a quelques temps, je crois que tout le monde connaît le Covid, c'est arrivé, ça a frappé tout le monde de plein fouet. Et en parallèle, quelque chose que tout le monde a bien connu, une crise de l'énergie et un prix de l'énergie qui a flambé. Alors il n'y a pas que ça, il y a aussi les matières premières qui petit à petit en plus sont venues à manquer, les prix ont augmenté, et il y a la raréfaction de certaines matières premières. Les approvisionnements qui se sont très étendus dans le temps. Donc là, on a un contexte global, d'ailleurs, qui n'est pas juste français, qui est global, et qui implique des forces importantes sur l'énergie et sur les matières, sur les flux liés aux activités des entreprises. Les flux physiques, ça c'est une notion qui est importante à intégrer, c'est ce qui est à l'origine de l'impact. Quand on parle d'impact carbone, quand on parle d'impact sur la biodiversité ou sur n'importe quoi, il y a toujours un flux physique à l'origine. Et c'est ça qui est à l'origine d'un impact sur notre environnement. Quand je dis flux physique, ça va être par exemple, je prends une bouteille d'eau, ma bouteille d'eau, il y a le plastique de la bouteille d'eau, et puis il y a l'eau aussi, que je bois, qui a été nettoyée, etc. Évidemment, il y a des exemples beaucoup plus évidents. Ma voiture, pour circuler, je mets de l'essence dedans et ça émet du pétrole. Et il y a des choses qui sont plus difficilement perceptibles. Par exemple, ce micro que j'ai devant moi, pour fonctionner, je ne vois pas particulièrement, il y a un fil, oui, voilà, mais je vois rien de physique. Il y a de l'électricité dedans. Cette électricité, elle n'est pas consommée là, elle a nécessité d'être produite ailleurs. Pareil, des usages numériques. J'envoie un mail,
moi je le vois de manière transparente. Mais derrière, le mail, il fait 3 fois le tour de la planète. Et donc, ça nécessite des serveurs, etc., etc. Donc, tout l'impact, il y a toujours du physique quelque part derrière, à l'origine. Ce physique, aujourd'hui, dans le monde, est principalement issu des matières fossiles. Et c'est bien un des enjeux principaux aujourd'hui du changement climatique, donc un des enjeux écologiques. C'est justement comment faire pour avoir une économie décorrélée d'une croissance de l'exploitation des ressources fossiles. Autant dire que c'est pas gagné. C'est pas une mince affaire. Voilà. Constat étant fait, notre vision aussi, c'est on peut faire ce qu'on peut faire à notre échelle et on peut avoir des milliers de raisons de ne pas agir. On aura toujours des bonnes excuses de rien faire. Et de même, on peut se dire, c'est perdu d'avance, on n'y arrivera jamais. Si les Chinois font rien, si les Américains font rien, nous, ça sert à quoi à notre échelle française? En fait, on a toujours un pouvoir d'action et un pouvoir d'influence. Il ne faut pas négliger quand même l'importance de notre marché. Marché européen, c'est un marché leader dans le monde qui consomme le monde, en fait. Qui consomme les ressources planétaires, directement ou indirectement. Donc avec l'évolution de notre demande, on fait aussi évoluer toute la chaîne de valeur et d'approvisionnement. Donc il ne faut pas se dire que le jeu est perdu d'avance. Les règles, on ne les connaît même pas. On anticipe juste qu'on va avoir des gros problèmes et on les constate déjà aujourd'hui. Le Covid, j'en parlais, est un des co-risques, un des co-problèmes liés à la pression de l'humain sur l'écosystème, notamment avec la déforestation. Donc, le constat, il est un peu mortifère parfois. Je dois avouer qu'il y a des présentations que je fais avec des entreprises où au début, ils ont un peu de mal à réussir à garder la tête hors de l'eau. Mais l'objectif, c'est de leur aussi d'illustrer que c'est possible. On peut réussir à faire un changement. En tout cas, pour revenir à ta question, il y a 2-3 ans, les enjeux énergétiques étaient très forts. Les prix de l'électricité étaient très élevés. Donc il y avait un impact économique. Quand il y a un impact économique sur l'entreprise, instinct de survie, comme l'être humain, comme n'importe quel mammifère, il faut trouver une solution. Et donc, il faut faire des réductions de consommation. Voilà. Donc c'est bien, on voit que parfois, l'enjeu économique est tout à fait associé à de l'enjeu environnemental. Ce n'est pas toujours le cas, mais parfois c'est le cas. Et c'est ce qui permet aussi d'infuser, et c'est ce qui a permis d'être un vrai déclencheur, il y a 3-4 ans, de cette transition écologique opérationnelle dans les entreprises. Ça s'est constaté, moi je peux vraiment en témoigner. Il y a eu je pense qu'il y a une évolution aussi dans les mentalités, dans l'approche du sujet, ça s'est beaucoup plus démocratisé. Une augmentation aussi de l'offre de conseils comme la nôtre sur des sujets spécifiques. Et du coup aussi une maturité de plus en plus grande sur les entreprises et qu'est-ce qu'elles entendent par transition et finalement de quoi elles ont réellement besoin, qu'est-ce qui va être dans leur nécessité à court terme. Si on parlait bilan carbone à la grande majorité des entreprises il y a de ça 5 ans, c'était quelque chose de lointain. Soit c'était obligé, soit c'était des entreprises qui étaient des précurseurs plutôt dans le domaine. Aujourd'hui, on a des contraintes qui sont de plus en plus exigeantes, notamment avec une réduction de la taille des entreprises pour être assujetties à un bilan carbone réglementaire. Bilan carbone, pour rappel, c'est évaluer l'impact en émissions de gaz à effet de serre, donc ce qui va contribuer au réchauffement climatique, sur la chaîne de valeur d'une entreprise. Donc chaîne de valeur, c'est l'amont, l'aval, et puis le pendant. C'est-à-dire, je prends l'exemple de la bouteille d'eau, encore une fois, pour avoir une bouteille d'eau à notre disposition ici, alors on n'en a pas, on a des gobelets, n'est-ce pas? On ne vend pas de bouteille d'eau. En tout cas, il y a besoin d'extraire, alors ça vient du pétrole, il y a besoin de le raffiner, il y a besoin ensuite de passer dans une usine qui va en faire du plastique, elle va être fabriquée en Chine, puis elle va revenir en Europe, elle va être consommée, donc on la consomme, et puis après on la jette à la poubelle. Et qu'est-ce qui se passe après? Cette poubelle, elle va être récupérée, elle va être triée, peut-être qu'elle va être recyclée en France, et peut-être qu'elle va repartir à l'autre bout du monde. C'est aussi possible. Donc, on ne peut pas se concentrer uniquement sur l'acte d'acheter ma bouteille d'eau et de la consommer et de la jeter. Il n'y a pas d'impact. L'enjeu, il est ailleurs. Il est sur l'amont et sur l'aval. Donc, c'est tout l'enjeu aussi du périmètre. Et c'est cette approche systémique de la transformation qui est aussi importante. C'est qu'on ne peut pas y arriver seul. On y arrive avec un écosystème. On y arrive avec des parties prenantes. Des clients, des fournisseurs, des pouvoirs publics. Des gens qui vont être un chaînon essentiel dans la capacité à réussir une transition, sans qui en fait on ne peut pas y arriver. Parce que l'entreprise en elle-même, si ses clients ne font pas évoluer leurs demandes, elle peut toujours proposer autre chose, les clients ne seront pas prêts à lui acheter. Bien sûr, oui. Voilà, donc il y a aussi vraiment une adaptation avec le contexte. Voilà. Et là, les enjeux aujourd'hui qui sont très forts, depuis 1 an ou 2, c'est justement ces enjeux de décarbonation. Donc il y a une vraie prise en main du sujet par les entreprises qui sont tractées par différentes choses.
Premièrement, les évolutions réglementaires. J'ai parlé de la baisse de la taille des entreprises qui en sont assujetties. Mmh. Aussi l'avènement d'éléments comme la CSRD qui amène une contrainte supplémentaire sur ces enjeux-là. Et puis aussi l'évolution, ça commence à découler dans toutes les chaînes de valeur. Parce que je vous ai évoqué tout à l'heure que je t'ai évoqué que le bilan carbone concernait l'ensemble de la chaîne de valeur, les clients, les fournisseurs, etc. Et ben, c'est la même chose. Une entreprise qui va être... Moi, je me mets dans le cas de... Je suis fabricant de plantes, je vais devoir vendre des plantes à un distributeur, une pépinière. Cette pépinière a besoin de faire son bilan carbone. Elle va du coup devoir me demander quel est l'impact de ma production. Si je ne sais pas lui répondre, je risque de perdre mon marché. Donc là, il y a un gros risque de perte de marché. Donc déjà là, on touche encore une fois au porte-monnaie de l'entreprise. Bien sûr. Et puis même de questions de survie, de pérennité. Donc ça a incité beaucoup d'entreprises à s'engager. Et ça a été vachement aidé par des dispositifs financiers qui ont été mis en place par l'ADEME et par BPI France, dans le cadre d'un plan de relance, du plan de relance français, et notamment avec un dispositif qui s'appelle le DIAC Décarbonation et qui permet finalement à un tarif maîtrisé d'engager un bilan carbone qualitatif avec des consultants sélectionnés, mais qui permet de mettre le pied à l'étrier en confiance, en s'appuyant sur une méthodologie, des process et des intervenants qui sont validés, qualifiés par l'État. Voilà. Et financés en plus. Donc ça a été un enjeu fort. Aujourd'hui, ça continue, c'est toujours un enjeu important, mais maintenant il y a d'autres enjeux qui sont en train d'arriver. Et notamment des enjeux liés par exemple à l'éco-conception. L'éco-conception de ces produits et de ces services. Pourquoi ? Par un constat pragmatique. En faisant leur bilan carbone, les entreprises ont constaté qu'une grosse partie de leurs impacts étaient liés aux produits qu'ils achetaient ou qu'ils fabriquaient. Et des services qu'ils fournissaient à leurs clients. Donc, la question est justement, comment je fais pour fournir des services ou fournir des produits qui sont moins impactants sur l'environnement ? Ben pour ça, on a besoin d'engager une démarche d'éco-conception de son offre de services ou de ses produits. Donc ça, c'est un enjeu qui est finalement un niveau... Certains l'ont commencé avant d'entamer une démarche de décarbonation, notamment certains secteurs comme le bâtiment, qui imposent le fait de réaliser des analyses de cycle de vie, donc des études d'impact environnemental de produits qui ne sont pas uniquement basées sur le réchauffement climatique, l'impact sur le réchauffement climatique, mais qui vont également prendre en compte d'autres enjeux d'impact environnementaux. Tous les déchets, enfin moi je sais que déjà il y a plus de 10 ans de ça, on parlait dans le négoce de gestion des déchets, d'ébène, puisque les artisans à qui on fournissait des matériaux, eux génèrent sur les chantiers des déchets, des isolants, des vitrages, du bois, du plastique, de l'alu. Et donc on a été directement intégré dans la filière de récupération des déchets d'ordre professionnel. Et ça a métamorphosé complètement une partie des agences. Parce qu'il fallait collecter, on devenait aussi une partie de collecteur des déchets dont on avait été quelque part aussi à l'initiative, puisqu'on vendait les produits. Et donc voilà, même en rénovation par exemple, un professionnel, il va pas mettre ça à la déchetterie de toi, moi, particulier. Il va dans une déchetterie professionnelle, il paye à la tonne ses déchets. Voilà. Et puis en plus, derrière, on en fait quoi de ces déchets ? Parce que c'est des déchets assez spécifiques. De la laine de verre, de la laine de roche, du polystyrène, des plastiques, du bois, de l'alu. Voilà. Donc ça demande effectivement toute une réflexion individuelle de l'entreprise, plus une filière. Exactement. Derrière. Une filière aussi qui doit y répondre. Encore, on parle de cette notion de partie prenante dans le verbatim de la RSE. Si on parle de ça. Mais je te rejoins complètement. Et ça, c'est quelque chose qui s'observe déjà depuis pas mal d'années. Mais pour autant, aujourd'hui, maintenant, c'est contraint par de la réglementation. Le tri 8 flux. Alors, le tri 8 flux, qu'est-ce que c'est les 8 flux ? Il y a 8 flux. Le carton, le papier, le bois, l'acier, les déchets dangereux. Voilà, il y en a 8 différents. Et ceux-ci sont censés être faits à la source maintenant. Sur un chantier, on est censé pouvoir trier ces déchets là pour pouvoir ensuite les recycler beaucoup plus facilement. Parce que qu'est-ce qui se passait la plupart du temps ? On avait une benne, on mettait tout dedans. Ou alors on avait deux bennes. Une où on mettait le tout venant, tout type de déchets, et puis une où on mettait tout le recyclable. Et ensuite, il y a des prestataires qui s'occupaient de faire le tri. Ce modèle existe encore. Aujourd'hui, la contrainte est de plus en plus exigeante, notamment avec cette notion de tri à la source. Mais tu vois, c'est juste pour illustrer le fait que moi, je pense qu'il y a une chose à garder à la suite de notre échange, ça sera vraiment de voir les enjeux de transition écologique, non pas simplement par un prisme de la décarbonation,
parce que c'est un enjeu qui est très fort et qui est prégnant aujourd'hui. Hier, on aurait pu le voir par le prisme de la transition énergétique. Mais de bien avoir en tête que ça touche des sujets beaucoup plus larges que ça. Et les impacts des activités humaines sont diffuses. Je dirais même qu'il n'y a pas de blanc ou de noir. Il n'y a pas de tout bien et de tout pas bien. C'est des nuances de gris de partout. Parce que, bien sûr, qu'une activité d'extraction de pétrole, à première vue, c'est pas extraordinaire. Ça a des impacts positifs, économiques, création d'emplois, etc. On ne peut pas le nier, en tout cas. Du point de vue environnemental, C'est factuel. C'est factuel. Du point de vue environnemental, par contre, c'est beaucoup moins prégnant. Mais il n'empêche qu'on ne peut pas complètement occulter ces sujets-là. Et encore, je parle de sujets qui ne sont pas environnementaux. Mais rien que d'un point de vue environnemental, pour choisir entre un produit éco-conçu ou un autre produit pas éco-conçu, comment on fait pour le savoir? Si ça se trouve, mon impact carbone de mon produit pas éco-conçu est plus fort. Par exemple, je vais donner un exemple très simple. Prenons ce micro. Ce micro, il est plutôt de bonne qualité, de bonne facture, n'est-ce pas? Il est robuste, il est solide. On sent que ce micro, il va tenir longtemps. Il est qualitatif. Je pourrais faire un micro qui vaut peut-être moitié prix, mais qui serait beaucoup plus fragile, qui serait moins solide, et donc qui durerait moins bien dans le temps. Sur mon produit plus fragile, j'aurai moins de matière, donc j'aurai un impact carbone, prenons l'exemple, 10% moins important. D'accord? Il est 10% plus léger. Maintenant, celui-ci, il dure 2 fois plus de temps. Donc pour fournir le même service d'enregistrer mon son, je pourrais pas parler des heures, il faut quand même que je boive et que je dorme. Pas 2 fois plus longtemps. Heureusement. Mais en tout cas, l'idée, c'est de parler de la fonctionnalité du produit. Elle pourrait être rendue 2 fois plus longtemps que l'autre. Donc finalement, quand on regarde à l'heure d'enregistrement, ce micro-là est bien moins impactant qu'un micro qui va avoir un impact qui va être meilleur à l'achat de produit, mais qui va être moins bon après. Et de même, on peut avoir la même réflexion avec ce plastique aujourd'hui, c'est sûrement du plastique 100% issu du pétrole. Il pourrait y avoir le même micro avec du plastique biosourcé. Peut-être que ça nécessiterait plus d'impact carbone pour la transformation du biosourcé, la logistique pour l'amener, etc. Donc on se dirait, il est moins bien ce micro. Oui, mais j'ai pas regardé l'impact sur la biodiversité, sur la pollution de l'eau, sur la pollution de l'air, la génération de déchets. Et là, si je prends tous ces autres paramètres, je me dis, ah non, mais en fait, il vaut mieux que j'ai 3% d'impact carbone en plus, et que sur les autres aspects, je sois bien meilleur. Là, j'apporte, c'est des notions qui sont un peu complexes peut-être à intégrer. Oui, qui sont là à la fin. Qui élargissent le sujet. C'est des sujets complexes. On est là pour les traduire. Et en 2 heures, on ne va pas y arriver. Mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est justement l'entreprise, c'est de se rapprocher de personnes, de professionnels qui, eux, connaissent bien ces sujets larges et vont être capables de les... Mais comme tu disais tout à l'heure, c'est que d'adapter en fonction de l'activité de l'entreprise, de là où elle en est, là où elle veut aller, et en fait de son projet en entreprise, et de l'aider à l'obtenir le mieux possible, quoi, en prenant tous les paramètres. C'est ça, le côté systémique aussi. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Et d'ailleurs, sur le côté systémique, est-ce que tu as un exemple d'une entreprise? Parce que souvent, tu parlais de silos dans les activités. C'est assez courant dans une entreprise, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grosse. On aime bien mettre les choses dans des boîtes et dans des compartiments. Et avoir un projet commun, c'est pas si évident que ça. Est-ce que tu as un exemple à nous donner d'une entreprise où l'approche écosystémique que tu apportes et que tu accompagnes a changé peut-être aussi cette vision silotée des sujets? Est-ce que tu as un exemple éventuellement en tête que tu pourrais nous partager? Bien sûr, j'en ai plusieurs. Oui, voilà, je me doute. Maintenant, si j'essaie peut-être de changer de secteur, on a parlé du bâtiment, j'ai un bon retour d'expérience bâtiment, mais je pourrais vous parler d'un autre secteur d'activité. Prenons une entité, parce que je pense que tout le monde, la majorité des gens connaissent Rungis. Voilà, Rungis, au sud de Paris, une ville, une plateforme de distribution agroalimentaire. On a la même chose à Toulouse, en Occitanie, qui s'appelle le Grand Marché Toulousain, le MIN. Donc le MIN, en fait, pour faire un peu la genèse, en fait, le MIN a déjà engagé une démarche RSE depuis longtemps. Le MIN, c'est 2 millions de bouches nourries, entre 1,3 million et 2 millions de bouches nourries par jour en Occitanie. C'est 440 entreprises qui gravitent, qui sont qu'on appelle concessionnaires, donc des locataires des lieux usagers. C'est plus de 4000 clients annuels, c'est 230 000 tonnes de nourriture par an. Enfin, c'est des chiffres assez importants sur le secteur d'activité. Et puis,
ils ont eu un enjeu, c'était d'avoir un accompagnement sur la partie transition énergétique et décarbonation. C'était leur demande initiale en tout cas. Ils sont déjà très bien accompagnés sur la partie RSE par Jennifer Diran. Je rends hommage d'ailleurs à Jennifer pour son travail qu'elle mène là-bas. Et ils avaient besoin de structurer cette dimension énergie et décarbonation. Donc nous, on a entré là-dedans. Donc on est arrivé sur ces deux thématiques. Transition énergétique, décarbonation. Donc des thématiques qui semblent un petit peu en silo, en tout cas c'est approché comme tel. Donc on a commencé par bien traiter ces sujets-là. C'était l'enjeu numéro 1. Donc comment on fait pour que cette entreprise atteigne ses objectifs réglementaires et également sa vision d'envie d'être un précurseur, d'être un éclaireur sur le sujet de la transition écologique pour son secteur d'activité. Donc comment j'adresse, je réponds à mes enjeux de décret tertiaire. Voilà. J'ai 8 hectares de bâtiments. 8 hectares de bâtiments, ça fait pas mal. Ouais, c'est grand. C'est grand. Les enjeux que ça représente de réduire ses consommations énergétiques. Pour rappel, décret tertiaire, c'est une obligation qui concerne toutes les entreprises qui ont plus de 1000 m² de bâtiments en usage tertiaire. Bureaux, stockage froid, autres usages, en tout cas, qui ne sont pas industriels. Donc c'est assez ambitieux déjà de réussir à transformer 8 hectares pour qu'ils réduisent ses consommations de 40% à horizon 2030, 50% à 2040, 60% à 2050. C'est un niveau d'ambition qui est le même pour tout le monde. Tout le monde est assujetti. Voilà. Donc face à ce constat, il reste 6 ans et le temps passe vite. Donc ça a été l'enjeu principal sur lequel il fallait qu'on adresse déjà. Ensuite, il y avait un enjeu de décarbonation. L'entreprise avait déjà réalisé un bilan carbone avec un cabinet de conseil et il souhaitait en faire des nouveaux, l'automatiser, le systématiser et puis même le faire entrer non pas simplement une photographie ponctuelle de ses impacts, mais concevoir une stratégie de décarbonation de son activité. Ouais, il souhaitait être proactif et plus réactif avec juste des bilans et des diagnostics du passé, quoi. Exactement. Et puis prendre les enjeux dès maintenant, en fait, s'intégrer dans une démarche de transformation, petit à petit. Petit à petit. J'y vais, allons-y avec parcimonie. En tout cas, de faire monter ces enjeux-là à un niveau plus stratégique et moins une gestion opérationnelle ponctuelle, justement en dossier par dossier. Alors, du coup, j'interviens chez eux en tant que manager. Donc, moi, je gère beaucoup de dossiers. Mais mon rôle, c'est justement de faire ce fil conducteur entre les thématiques et d'ouvrir aux différents sujets. Donc, plan de transition énergétique qui va servir à un plan de décarbonation, c'est ce qu'on a travaillé avec eux, et puis qui ensuite va alimenter l'écosystème. Notamment, pour pouvoir réussir à atteindre ces objectifs, que ce soit de transition énergétique ou de décarbonation, eh bien, ils ont besoin de toutes les parties prenantes qui interviennent sur site et qui gravitent autour de leur écosystème. Et notamment là-dedans, ce sont ces locataires et ces concessionnaires. Et c'est des entreprises de secteurs d'activité très différents. On va avoir des grossistes agroalimentaires, on va avoir des Fab Labs, on va avoir même je pense aux fermes Yonaka. Voilà, je fais un petit clin d'œil à Magali Rosso qui développe ces fermes verticales. Des secteurs d'activité, mais tout qui gravite autour de l'agroalimentaire. Et ils ont des contraintes multiples. De gros enjeux, évidemment, d'approvisionnement, de sécuriser ces approvisionnements, une exposition au changement climatique qui est hyper importante. J'oublie aussi, je ne cite pas, important de citer les producteurs également, qui viennent également vendre leurs produits sur les mines. Eux, ils sont directement producteurs. Là où les grossistes travaillent avec des producteurs. Mais en moins, ils sont tous concernés par la grêle qui tombe, le gel qui tombe et qui va... voilà, encore cette année, malheureusement, on a une année pour le vin qui est catastrophique, que ce soit avec les gelées, que ce soit avec les grêles qui sont tombées. Donc, et toute la filière est impactée par ça. Et donc, ils sont aussi ils cherchent des solutions à leur échelle, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent à leur échelle. Et puis, ils ont aussi une facture d'énergie qui est significative, parce que, mine de rien, pour conserver de la nourriture, il faut du froid. Et le froid, ça consomme de l'énergie. Et c'est un coût non négligeable. Donc, la vision du mine, c'est de dire, nous, on a des objectifs de décret tertiaire à atteindre, certes, mais on doit faire des économies d'énergie, en profiter, c'est la finalité, faire des économies à nos concessionnaires, pour justement que ça leur pèse moins sur les épaules. Et puis voilà, c'est bien normal, le rôle du mine, c'est d'accueillir ces entreprises. C'est pas de leur taper dessus avec une massue, pas du tout. C'est simple. Donc là, c'est l'occasion de pouvoir leur dégager un petit peu
de gains, enfin du moins d'économies supplémentaires. Donc pour ça, mais le mine ne peut pas le faire seul. Le mine a besoin de l'implication de ses concessionnaires pour atteindre ses objectifs d'économie d'énergie. Il y a 3 piliers dans la performance énergétique. Enfin, je dirais dans une démarche de transition énergétique. Il y a la sobriété. La sobriété, c'est quel usage on fait de son énergie. Est-ce que j'ai vraiment besoin de mon énergie que je consomme? Question simple qu'on peut tous appliquer à la maison. Est-ce que j'ai besoin de chauffer ma maison à 23, à 21, à 20, à 19? Voilà. Est-ce que je mets un pull ou est-ce que je suis en débardeur? Autre point, est-ce que ma douche, elle dure 15 minutes ou est-ce qu'elle dure 3 minutes? Il y a des justes milieux, mais ces questions se posent. Voilà. Et c'est pragmatiquement mon usage, l'énergie elle est là, elle est disponible, comment je l'utilise. Ensuite, il y a la performance énergétique, l'efficience énergétique. Nuance entre efficience et efficacité, je pense que c'est bien connu. Voilà. En tout cas, l'efficacité, on atteint des objectifs, maximum de résultats, et on ne s'inquiète pas des ressources qu'on mobilise. Efficience, c'est un maximum de résultats avec un minimum de ressources mobilisées. Donc, d'où l'importance de parler d'efficience énergétique. Là-dedans, c'est mes équipements en place, quel est leur niveau de performance. C'est-à-dire, pour chauffer ma maison à 20 degrés, je peux avoir une chaudière fuel ou je peux avoir une pompe à chaleur. Bon, je fais l'écart entre les deux. Chaudière fuel, très émetteur de gaz à effet de serre. Pompe à chaleur, faiblement émetteur de gaz à effet de serre. Donc j'ai une solution qui me permet de faire... Alors il y a de l'investissement, hein, attention, mais à terme je fais des économies et je réduis mes impacts environnementaux. Mais je chauffe toujours ma maison à 20 degrés. Donc c'est la sobriété, c'est une chose. Et puis ensuite, il y a la performance des installations. Le troisième volet, c'est mon moyen de production. Comment je produis mon énergie. J'évoquais tout à l'heure les aciéries. Avec, je passe de charbon à de l'électrique. C'est la même chose pour la maison. Je prenais l'exemple, chaudière fuel, pompe à chaleur électrique. Voilà. Ou alors, énergie du réseau, panneaux solaires. Forcément, quand j'évoque ça, moi j'ai beaucoup de choses qui me viennent en tête, de remarques, aussi d'observations que les gens peuvent faire de oui, mais finalement, est-ce que c'est si bien que ça les panneaux solaires? Finalement, est-ce que c'est si bien que ça une pompe à chaleur? Est-ce que c'est si bien que ça? Et c'est des questions qui sont justement légitimes et c'est très important de se les poser. Ne pas acquiescer et acheter quelque chose parce qu'il faut acheter quelque chose et suivre une mouvance. C'est très bien de se poser ces questions-là. Nous, on est aussi là pour amener des réponses, expliquer aussi quels sont les calculs derrière qui permettent de définir si oui ou non c'est une solution adaptée à ce contexte, d'un point de vue économique, environnemental, social. On y viendra aussi sur l'aspect social. Donc on a nos 3 piliers, sobriété, performance et production. La production, la performance, c'est de la responsabilité du mine, de l'acteur qui gère le site. Comment est-ce que ces 8 hectares sont isolés? Comment le froid est produit? Comment il est régulé? Est-ce que j'ai des portes qui permettent de se fermer, etc. Et puis il y a un enjeu de sobriété. Et là, c'est pas le mine qui a la main dessus, c'est les concessionnaires. Comment j'utilise mon lieu. Est-ce que j'ai besoin de froid à telle température? Est-ce que je garde mes portes ouvertes? Est-ce que je les ferme? Est-ce que mes usages sont adaptés à mon réel besoin? Le volume de produits mis dans un frigo va jouer beaucoup sur la performance énergétique. Et alors là, si on ouvre à d'autres thématiques, pour ouvrir un peu, parler décarbonation et pas que, c'est aussi, si je mets trop de légumes ou de fruits dans une même zone, je vais avoir un taux d'humidité qui va être élevé, et potentiellement, je vais peut-être augmenter le taux de perte sur mes matières. Peut-être que je vais avoir plus de tomates qui vont flétrir, qui vont pourrir, du fait qu'elles soient dans un espace plus humide, parce qu'il y a plus de matière autour, moins bien ventilée. Donc là, on rejoint d'autres enjeux qui ne sont pas simplement énergétiques, mais qui touchent au cœur même, à l'essence même du métier de ces concessionnaires. C'est la matière. C'est ça, c'est ce qui finalement la finalité du travail. La finalité de ces métiers de l'agroalimentaire, c'est pas de consommer de l'énergie, c'est de mettre en bouche des produits sains, bons pour la santé. Donc, le mine à ces enjeux-là, et pour engager ces concessionnaires, parce que c'est une nécessité si on va avoir ces 3 volets, sans ces 3 volets, ça ne marche pas. Je peux mettre les meilleures installations possibles, si on chauffe toujours la maison à 28 degrés, on n'y arrivera pas. Par contre, si je chauffe à 19 mais que j'ai toujours ma chaudière full, on n'y arrivera pas non plus. Donc en fait, les choses fonctionnent ensemble. Et donc une des choses ce qu'on a finalement conçu et ce qu'on a mis en œuvre, c'est qu'on a initié un parcours de transition écologique pour les concessionnaires, pour leur mettre à leur disposition
un parcours d'accompagnement adapté à chacun de leurs métiers pour les aider à s'engager dans la transition, permettre aux MID d'atteindre ses objectifs énergétiques, décarbonation, et en même temps de permettre à ces concessionnaires de réduire leurs charges d'exploitation, d'améliorer la gestion de leurs matières, de gagner en efficacité, en marge, d'impliquer aussi leurs salariés, de les faire monter en compétences, de créer aussi un climat de valeur autour du sujet en interne pour se dire qu'on agit aussi pour quelque chose. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à avoir en tête. Ce qui est intéressant sur ce retour d'expérience, c'est qu'on est parti d'une approche qui était très orientée sur les enjeux du mine. Et ce qu'on a pu amener, c'est justement cette approche. Nous sommes dans un écosystème, on peut faire bouger les lignes, on peut aider beaucoup de monde à faire bouger les lignes, et on peut avoir un impact décuplé grâce à ça. En parlant d'énergie et de décarbonation, certes, mais ça va ouvrir à des notions de biodiversité, à des pollutions de l'eau, pollution de l'air, etc. Ok, ça marche. Bon, première partie, la bien dense, c'est super. Non, mais ça donne beaucoup d'éléments aux entreprises de compréhension parce que voilà, on entend parler à droite, à gauche, souvent de façon très superficielle, donc tout le monde peut s'imaginer tout et son contraire. Là, merci encore de toutes ces explications et puis surtout les cas concrets qu'on peut avoir en entreprise, même si on pourra en parler, je suis sûr, des heures et propre à chaque métier ou à chaque entreprise. Ce qui est important, on va aborder la deuxième partie sur la CSRD. D'accord. Et donc, on va donner rendez-vous aux auditeurs à la deuxième partie. Alors, Lucas, en quoi la CSRD, elle va modifier aujourd'hui les obligations des entreprises? Surtout, voilà, est-ce qu'il y a vraiment des impacts? C'est quoi la CSRD déjà? Parce qu'on a prononcé le sigle tout à l'heure, mais c'est quoi? Alors, la CSRD, c'est une réglementation européenne. C'est une directive qui va remplacer ce qui s'appelait la DPEF avant, la Déclaration de performance extra-financière. On adore les sigles. C'est génial, les sigles. Que ce soit en France ou en Europe, on adore ça. Donc la CSRD, en fait, c'est un vrai changement dans la prise en compte des enjeux environnementaux pour les grandes entreprises qui animent le marché européen, notamment. La CSRD, déjà, il y a une notion qui est importante à avoir avant la CSRD, c'est la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. C'est comment une entreprise peut appliquer le développement durable dans son organisation, à travers de 3 volets, environnemental, social et économique. La CSRD, c'est la même chose, appliquée à des grandes entreprises et surtout appliquée à des exigences du marché financier qui cherchent à gagner en transparence sur les démarches engagées par les entreprises. Parce que force est de constater que les marchés financiers peuvent être à l'origine de certains maux, c'est certain, et par contre aussi à l'origine de certaines pressions qui fonctionnent très bien pour faire bouger les lignes, et notamment les réglementations et les entreprises. Et là-dessus, en fait, les institutions financières ont constaté, donc je fais un peu une genèse, un petit tunnel, mais je pense que c'est important pour comprendre d'où ça vient. Ils ont pu constater qu'aujourd'hui, ils avaient des difficultés à avoir des reportings clairs, lisibles, transparents, sur un référentiel homogène, sur les démarches de responsabilité sociétale des entreprises, de différents acteurs, de différentes organisations, qui puissent être comparés les unes avec les autres. Comparables, mesurables également, avec une notion de fiabilité de l'information fournie et de ce qui peut être derrière valorisé dans des fonds d'investissement ou autres, d'un point de vue financier. Là où ce qui existait déjà, c'était la déclaration de performance extra-financière, c'était déjà un niveau exigeant, appliqué à des entreprises d'une taille importante, surtout les ETI et les grands groupes, et qui visait à amener de la transparence, un format de reporting déjà bien défini, sur les enjeux fortement sociaux, sociétaux, économiques, gouvernance. La grosse différence de la CSRD, c'est l'arrivée en force des enjeux environnementaux. C'est un énorme volet qui vient nourrir cette CSRD, qui se répartit en ESRS, c'est des termes, c'est encore un autre acronyme, n'est-ce pas? En tout cas, c'est à chaque fois des thématiques abordées. Les enjeux climat, décarbonation, les enjeux biodiversité, les enjeux pollution, les enjeux utilisation des matières premières, économie circulaire. Ces enjeux-là sont abordés. En plus de tous les enjeux liés au social, au sociétal, à la gouvernance.
qualité de vie au travail, Mmh. santé au travail, formation, etc., etc. Bien sûr. Aujourd'hui, la CSRD, elle est plus exigeante et elle implique notamment le fait d'évaluer les impacts extérieurs, les risques extérieurs associés à l'inaction ou à l'action Mmh. qui vont impacter le fonctionnement de l'entreprise dans le temps. On appelle ça une analyse de double matérialité, notamment, et cette double matérialité, c'est pour évaluer à la fois les enjeux environnementaux, économiques, voilà. Donc il y a plusieurs composantes qui rentrent dedans. Mm. De même, c'est très ambitieux comme démarche, et même des entreprises déjà engagées sur des DPEF depuis des années se prennent quand même un sacré mur devant eux pour réussir à l'escalader et à passer ce cap qui est quand même un changement Important. important en matière de format de reporting, d'exigence de données à renseigner, de transparence aussi. Toutes ces démarches doivent être auditées de manière obligatoire. Donc il y a une vraie obligation là-dessus, une contrainte et une pression réglementaire. De plus, cette CSRD s'applique à plus d'entreprises que ce que cette précédente DPEF s'appliquait. Aujourd'hui, la CSRD s'applique à des entreprises de plus petite taille. Alors, j'ai plus le chiffre exact en tête, je crois que c'est autour de 500 salariés qui peuvent commencer à être exposés à la CSRD. Bon. En tout cas, ça étend le nombre d'acteurs concernés directement, et puis il y a tous les indirects. Il y a tous les PME, qui représentent 80% des entreprises en France, qui travaillent en général avec ces ou pour entreprises. ces entreprises-là. Et ceci, comme tout à l'heure je l'évoquais pour la partie décarbonation, eh ben, en CSRD, on doit aussi connaître ce qui se passe chez nos parties prenantes et chez nos fournisseurs. Et donc, Et oui. comme ça va diffuser, au travers de l'écosystème des entreprises, des questionnaires, des ambitions qui vont être toujours plus exigeantes. Alors ça, le risque, c'est de se dire, CSRD, je suis à moins de 500, je ne suis pas concerné. Mais en fait, malheureusement, si. Si, parce que je vais devoir fournir des données. Voilà. Si je suis même un artisan, une PME, je vais devoir fournir des données à l'entreprise qui, elle, est soumise à la CSRD pour qu'elle puisse fournir ces données, elle aussi. Quoi. Exactement. Alors évidemment, avec des échéances plus ou moins Alors court terme. c'est quoi le type de données qu'une entreprise de type TPE, PME aurait à fournir justement pour l'entreprise plus grosse, TI, enfin tu disais plus 50, 500, c'est pas encore une TI, hein. Eh ben, c'est une grosse PME. Voilà. Donc, alors après, ce terme ETI au terme européen, il y a une notion de chiffre d'affaires également, c'est pas que basé sur des salariés. C'est vrai. Mais en tout cas, c'est quoi le type de données, concrètement, à laquelle elle va être entre guillemets soumise à hier, j'avais pas besoin forcément de la fournir et aujourd'hui, mon client entre guillemets pour lequel je travaille en tant que sous-traitance ou peu importe va me demander et va m'exiger d'ailleurs peut-être parce que lui il va en avoir besoin. Il va le demander d'abord. Et puis gentiment. Petit à petit, ça va être une exigence. C'est déjà exigé pour certains acteurs. Ouais. Il y a des marchés pour lesquels ça devient structurant. Il y a des obligations différentes aussi. En fonction des entreprises, elles sont exposées à la CSRD en 2025, en 2026, en 2028. D'accord. Voilà. Et donc forcément, les fournisseurs ou les parties prenantes qui sont amenés à fournir la donnée vont être concernés en 2026, 7, 30. Voilà. En tout cas, quelles sont les informations alors il y en a beaucoup. Mais en général, il y a des enjeux identifiés comme étant prioritaires dans les entreprises qui font leur reporting CSRD. Et c'est en général sur ces questions-là qu'ils vont venir challenger leurs parties prenantes. D'accord. Par exemple, quel est votre bilan carbone ? Quelle est votre consommation énergétique ? Est-ce que vous avez des énergies renouvelables ? Est-ce que vous avez prévu de réduire votre consommation énergétique ? Si oui, quelles sont les actions clés que vous avez prévu de mettre en place ? Est-ce que vos services sont éco-conçus ? Est-ce que vous avez une démarche là-dessus ? Est-ce que vous avez un budget R&D orienté vers l'éco-conception ? Je ne cite que quelques exemples. Oui, non, mais c'est intéressant parce que ça veut dire que par exemple aujourd'hui, un responsable qualité dans l'entreprise, donc il y a vraiment cette notion forte des parties prenantes, des éléments dont ils ont besoin, des besoins et des attentes des parties prenantes. La CSRD fait partie d'une d'une pièce maîtresse supplémentaire dont ils doivent au moins se renseigner parce que peut-être aujourd'hui, eux ils sont soumis à la CSRD, ça ils le savent, mais peut-être que demain ils peuvent le devenir, ils peuvent devoir fournir des données et à la rigueur même d'anticiper le moment où ça sera exigé. C'est-à-dire que peut-être se dire un an ou 2 ans avant, ok, ça va arriver,
comment on fait pour se structurer ça tranquillement plutôt que d'être dans l'urgence demain, quoi. Et tu l'évoquais tout à l'heure, justement, en faisant une synthèse de ce que je t'avais présenté sur le retour d'expérience. Est-ce qu'on est dans la réaction? Est-ce qu'on est dans l'anticipation? Le fait d'anticiper, ça a plusieurs avantages. On va dire que réaction, ça a quelques avantages aussi, hein. C'est qu'on attend le dernier moment, donc c'est-à-dire qu'on ne met aucun argent au pot avant, à court terme. Par contre, en général, derrière, ça pique un petit peu. L'anticipation a plusieurs intérêts. Déjà, on n'en est pas à devoir réagir à la course pour traiter le sujet. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on a la capacité de pouvoir peut-être s'en servir pour mettre en place une démarche de transition énergétique, décarbonation, de transition écologique qui peuvent être pertinentes. De RSE, voilà, intégrer les éléments sociaux qui soient pertinentes, qui nous aident à avancer. C'est finalement un bras de levier qui nous aide à passer le cap et avancer. Il y a aussi garder des marchés. Parce qu'aujourd'hui, plus on commence tôt, et plus on va pouvoir afficher, indépendamment de l'affichage, incarner et donc afficher, une implication, le fait de mettre de l'énergie dans ces notions RSE. Oui, ça c'est quelque chose que moi j'aime bien utiliser, c'est-à-dire qu'en fait je fais quelque chose, mais en même temps j'ai l'opportunité de communiquer vers mes clients, vers mes fournisseurs, voilà, c'est-à-dire que ce que j'investis à un endroit qui est peut-être de l'ordre réglementaire, je vais en faire une opportunité commerciale ou autre, même vers les salariés, hein, parce qu'aujourd'hui communiquer qu'on est investi dans l'environnement, dans l'écologie, ça a un impact de communication interne qui n'est pas négligeable. Exactement. Je dirais que pour nous, la finalité principale, c'est de réussir justement à réduire l'impact des activités humaines sur l'environnement. Mais ça se traduit par plein de co-bénéfices. Ils peuvent être sociaux, ils peuvent être économiques, ils peuvent être organisationnels, conquérir des marchés, etc. Donc, en effet, et ce serait... Et moi, j'y crois fort aussi parce que j'en parlais il y a quelques jours avec mes collègues, hier je crois d'ailleurs. Pour moi, c'est très important de garder alors pas une distance, mais comment le formuler? De garder un regard qui soit compassionnel sur les interlocuteurs, sur les humains, les individus qu'on a en face de nous. Quand on parle d'une thématique liée par exemple à la transition écologique, si les personnes ont leur avis sur le sujet, leur regard, leurs objectifs personnels, etc., c'est quelque chose de personnel. Donc, il n'y a pas de critique à avoir sur ce qu'une personne pense et sur la démarche qu'elle engage. Il y a un chemin qui l'a amené là. Par contre, si on peut atteindre des objectifs communs, finalement, on fait une action pour atteindre des objectifs différents, mais finalement, on atteint des objectifs communs. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce que je cherche à pousser. Je cherche pas... Voilà, on travaille, nous, avec des gens de tout secteur d'activité qui ont tout type de parcours, tout type de profil, sans parler d'orientation politique et autres, peu importe, ça ne nous regarde pas. Mais l'objectif, c'est surtout de se dire comment on fait pour atteindre des objectifs, définir des objectifs communs, où chacun y trouve son compte. Et après, allons-y. Et on y va ensemble. On met tous les efforts de chacun autour de la table pour atteindre ces objectifs communs. Voilà. Ok. Et je crois que d'ailleurs, vous avez développé un logiciel pour aider justement les entreprises, parce que voilà, il y a l'air d'y avoir tout un pan d'indicateurs, de données à collecter. Et je crois que vous avez développé un logiciel justement pour aider les entreprises là-dessus, à répondre à ces exigences. Le logiciel, c'est ça, exactement. Ce logiciel qui s'appelle EcoShift. En fait, c'est la première plateforme de pilotage qui vise à donc approcher de manière systémique la transition écologique pour les entreprises et pour les organisations. C'est-à-dire justement l'enjeu de transformation, approcher les différents sujets non pas en silo, mais connecter les thématiques entre elles. Pour faire un petit saut en arrière historique, pas si loin que ça quand même. Mais moi j'ai commencé à travailler sur la thématique il y a une dizaine d'années. Et j'avais commencé à essayer de crobarder sur un coin de table un outil, donc un Excel, les joies d'Excel. Les joies d'Excel. Donc oui, on peut mettre plein d'idées dessus, super, et puis après on s'y perd, on s'y noie, ça marche jamais. Enfin ça marche jamais, bien sûr, il y a des choses qui marchent. Limites. Il y a des limites évidentes. Donc en fait, dès le départ, moi, je te l'ai évoqué tout à l'heure, la première personne qui nous a rejoint, et c'était un choix stratégique, c'est un développeur full stack expérimenté, école 42, parisienne, avec une expérience de notre métier en plus, de l'énergie avant. C'est ça qui est vachement intéressant avec son profil. Et qui a été à l'origine on s'est mis autour de la table, on s'est dit, ok, comment on arrive à digitaliser ce que l'on fait aujourd'hui en tant que conseil pour le rendre plus automatique, pour favoriser le partage de connaissances, l'émulation autour de thématiques. Parce qu'aujourd'hui, personne n'est formé à la transformation systémique des entreprises.
Ça n'existe pas. Non. Et puis c'est pas dans l'ère des entreprises en général, hein. Comme je disais d'ailleurs, on a tendance à mettre des choses dans des cases, chacun fait son truc dans son coin, et puis alors qu'on a vraiment des opportunités, et puis surtout des économies d'échelle quelque part, hein. Enfin, si on reste très très simple et très basique, quoi. Bien sûr, mais je te dis... Avec des opportunités, comme tu disais, sociales, économiques et autres, à avoir une vision systémique. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que même si ça se confronte avec déjà des formations dans la formation continue, et puis même finalement puis dans les entreprises, elles sont exposées de plus en plus à des thématiques complexes autour de l'environnement. Approcher la CSRD, c'est des enjeux au niveau environnemental, c'est d'une complexité technique, en finesse, qui est très importante. Ouais. Au-delà des enjeux réglementaires, c'est comment ça s'implémente, comment je déploie une démarche responsable sur la biodiversité, par exemple, sur la décarbonation, sur les performances énergétiques, etc., etc. Donc, on partage en fait exactement le même constat avec les responsables RSE avec qui on travaille sur ces enjeux-là. Ils ont la même impression de se dire il faut qu'on approche les enjeux de manière commune et liée. Quid de comment on fait, comment on l'approche. Et donc, pour y revenir sur ce pourquoi l'éco-shift, c'est certaines choses, il est difficile au cas par cas, parfois, de lier les thématiques entre elles. Maintenant, l'enjeu, c'est de pouvoir, justement, avoir quelque chose qui standardise ce lien et qui crée directement. Je donne un exemple. Je vais créer une action pour isoler mon bâtiment. Et je vais avoir besoin j'ai plusieurs choses qui vont me permettre de décider si oui ou non j'y vais. Déjà, combien ça me coûte? Est-ce que c'est rentable? Est-ce que je vais améliorer la qualité de vie de mes salariés dans l'entreprise? Est-ce que je vais réduire l'impact environnemental de mon projet? Qu'est-ce que ça implique sur mon bilan carbone de l'entreprise? Et sur mon reporting RSE extra-financier. Là, je parle de différentes thématiques. Alors, on se dit oui, bien sûr, je fais mon plan de reporting, je définis que j'ai telle action, et puis petit à petit, je travaille sur les différentes thématiques. Oui, sauf que pour le coup, on les travaille en silo, encore une fois. On le pilote de manière globale, enfin du moins on l'observe de manière globale, mais d'un point de vue opérationnel, c'est des interlocuteurs différents, et puis c'est des données où on doit à chaque fois les filtrer, les réinterpréter, les retraduire dans des référentiels différents. Et donc la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que les liens ont beau être tombés sous le sens à première vue, en fait ils ne sont pas du tout appliqués et mis en œuvre et pilotés au quotidien, et ils n'interviennent pas dans la prise de décision stratégique de l'entreprise. Aujourd'hui, on choisit avec un critère économique, parce qu'on n'a pas aussi les éléments concrets pour se dire, attention, certes c'est un peu cher, par contre ça te permet d'atteindre tes objectifs de décarbonation. Ouais. C'est ce que nous on fait dans les retours, enfin, un peu la même démarche dans les retours sur investissement en prévention, c'est-à-dire que souvent le chef d'entreprise ou même les responsables HSE vont avoir cette notion de coût, mais si on ne met pas des critères, et certains critères judicieux en face, mais on peut avoir une option, effectivement, une solution qui au départ est un peu moins économique, on va dire, dans un premier temps, mais qui au final, sur 3 ans, 5 ans, on va y gagner bien plus que la première idée qu'on aurait eue, qui nous semblait être pas chère et donnée, parce qu'on va avoir les bonnes données, les bons critères derrière, qui nous permettent de choisir. On prend un exemple tout bête, la maintenance. Vous pouvez avoir quelque chose qui n'est pas cher au départ, mais qui va vous demander une maintenance très coûteuse. Si on prend ça sur des fois l'amortissement d'un matériel, 3 à 5 ans, on va se retrouver à avoir un coût bien plus important sur celui qui n'était pas cher au départ, alors que celui qui était peut-être un peu plus, qui nous semblait être un peu plus cher au départ, finalement au bout de 3 ou 5 ans, on y aura largement gagné sur plein de critères, qui peuvent être aussi des critères environnementaux, des critères et autres. Voilà. Donc ça c'est intéressant, oui, parce que ça permet d'apporter une aide au choix, une aide à la décision cohérente, par rapport à la politique de l'entreprise. Et je te rejoins complètement, une aide à la décision éclairée par des critères qualitatifs et quantitatifs. Oui. Et objectifs, et le plus objectif possible, parce que des fois, c'est celui, on a tous vécu ça, certains, à un moment donné, c'est celui qui parle le plus fort, qui se fait entendre. Et alors que là, on sort totalement de l'objectivité des fois, quoi. Voilà. Alors, pour autant, l'objectivité absolue, elle est souvent très difficile. Elle n'existe pas, en fait. Il y a toujours un choix humain derrière. Mais plus on la réduit, plus on la nourrit de critères qualitatifs, mesurables, quantifiables, une approche smart, atteignable, etc., plus on a de chances d'avoir la vision la plus claire possible. En tout cas, on met toutes les cartes sur la table. Au moins, on a de quoi choisir. Et c'est justement le fait de créer ces outils d'aide à la décision qui est pertinent dans cet outil EcoShift, mais il ne fait pas que ça. Ça, c'est
c'est la partie pilotage. Finalement, c'est la partie macro qui va être en tête de pont. L'enjeu, je parle d'écologie, mais finalement, ça traduit comment on croit, comment on pense que les entreprises peuvent réussir leur transition. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va piloter cette démarche RSE. Sur des entreprises CSRD, je parlais de 500 salariés, 1000 salariés, 2000 salariés. Cette personne qui fait 2000 salariés, c'est pas elle qui va aller rénover et piloter la rénovation énergétique des bâtiments. Il y a d'autres personnes qui gèrent ça. Il y a d'autres métiers dans l'entreprise. Donc, on a des modules. L'idée, c'est que chaque personne puisse contribuer à cette démarche et que ça vienne nourrir les autres métiers. Chacun a son niveau de compétence, son niveau d'expertise sur une thématique. Il a besoin d'avoir des outils techniques pour pouvoir mettre en œuvre et travailler concrètement et observer des résultats. Et derrière, il faut que automatiquement ça se connecte avec des enjeux sur d'autres référentiels et d'autres secteurs. Et ça, c'est vraiment un point vachement important pour moi, c'est comment est-ce qu'on arrive à embarquer tout le monde dans la démarche, parce qu'on n'a pas un outil qui est destiné uniquement à une certaine strate de l'entreprise, par exemple uniquement au COMEX ou au responsable RSE, mais qui va être bénéfique et utile à d'autres gens de l'entreprise qui vont être finalement eux qui vont pragmatiquement mettre en œuvre la transition écologique. Parce que la décision se prend sur la partie organisation. Génial. Maintenant, concrètement sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? C'est aussi les opérateurs qui font le changement. Donc c'est vraiment un enjeu de casser les lignes entre une responsabilité qui en général RSE, elle est mise à côté de toute la production, etc. etc. Là, on vient l'insérer dans le reste et on vient en faire quelque chose qui va tous dans la même direction. Voilà. Donc c'est vraiment la vision derrière EcoShift et qui se traduit par des modules spécifiques sur l'éco-conception, sur la performance énergétique, sur la décarbonation, sur la RSE. Voilà. Et donc cette approche-là, nous on est ravis d'aujourd'hui que ça rencontre son public. On l'installe chez des petites, grandes, moyennes structures, toutes entreprises de toute taille. Et on est même, on a récemment, en juillet, on a été intégré, sélectionné pour faire partie du programme France 2030 avec la Banque publique d'investissement, BPI France et l'ADEME, et le ministère de l'Industrie, voilà, exactement. Voilà, qui croient dans le projet et qui nous aident à le développer. Alors, ça ne se fait pas seul. Pour le coup, sur cette partie logicielle, nous, on est en recherche active aussi d'acteurs qui puissent venir contribuer, amener des compétences, du réseau, du savoir-faire, des fonds. Voilà, Donc aussi, je profite de cet échange-là pour l'évoquer. C'est important. Aujourd'hui, on ouvre le capital de l'outil, je précise bien de l'outil. Les métiers de conseil, ce sont des métiers différents. Mais de la partie outils, on ouvre le capital justement pour accélérer et très vite pouvoir diffuser cette innovation sur le marché. Je ne l'ai pas cité, mais ESSP Solutions, qui est la société de conseil, a 3 activités. Enfin, ça, c'est une société. On fait du conseil, de la formation et de l'édition de logiciels. Les 3 servent la même cause, transition écologique. Et je dirais même que les 3 se retrouvent autour d'une phrase, c'est faciliter et accélérer la transformation écologique des entreprises et des territoires. On parle beaucoup d'entreprises ici, ce sera pour être l'occasion d'un autre podcast sur les territoires. En tout cas, voilà, l'enjeu est aussi de travailler sur l'énergie. Oui, et puis je crois que chez vous, vous avez aussi des ressources qui sont bien sachantes sur le RSE et tout ça, donc on pourra refaire d'autres interviews. Ok, ça marche. Alors, Lucas, écoute, j'avais prévu une 3e partie sur le rôle du même, et je crois que tu l'as vraiment bien inséré dans les autres parties. Je crois qu'effectivement, le mieux, c'est que pour aller encore plus dans le détail, je pense que ça va être bien que les gens puissent échanger avec toi et comprendre, voir si dans leur activité, comment ça peut s'insérer, la CSRD, la transition écologique, énergétique et tout ça. Donc, écoute, merci beaucoup vraiment pour ces éclairages. Tu sais qu'avant de terminer, on a vraiment une question fondamentale dans ce podcast qui est comment, pour toi, c'est quoi conjuguer organisation et humain? En quelques mots. Pour moi, conjuguer organisation et humain, c'est quoi? Je dirais que c'est avant tout de bien comprendre qui est l'humain, qui est censé mettre en œuvre une organisation et pour quelle finalité. Donc c'est questionner le sens, le pourquoi déjà au départ. Et ensuite, c'est définir quel est finalement le format d'organisation qui peut correspondre et servir l'humain. Donc l'organisation au service de l'humain et pas l'humain au service de l'organisation. C'est comme ça que j'aurais tendance à le synthétiser. Ça me plaît.
Ok. Comment on peut te retrouver? Où est-ce que sur quoi je peux aiguiller les gens dans la description? Eh bien, vers un magnifique site internet que Kim, derrière la caméra, est en train de finaliser, www.essp-solution, ESSP-6 solution au pluriel.com. Et sinon, ils peuvent nous contacter sur la boîte mail contact@essp-solution.com, qui seront en description dans le. Oui, on les mettra dessous en description. Ok. Très bien. Merci, Pascal. Merci Lucas. À bientôt. À bientôt. Alors, est-ce que vous avez aimé ce format? Moi, personnellement, j'ai adoré le faire et Lucas, qui est présent dans cet épisode aussi. Si vous voulez mettre en avant des bonnes pratiques, que ce soit dans le domaine de la qualité, de la santé-sécurité, de l'environnement, contactez-moi et puis on verra ce qu'on peut faire, soit directement sur votre site, sur vos chantiers ou sur un Zoom. Il y aura toujours un moyen de communiquer sur ce que vous faites de bien. Et puis peut-être aussi vos difficultés. Il est important aussi de les partager, voir peut-être comment vous avez surmonté. Cela peut intéresser aussi beaucoup d'autres entreprises. Eh bien, à très bientôt pour un nouveau podcast.